Bienvenue au Musée national des arts asiatiques d'Imey. Ici, nous sommes à l'hôtel d'Edelbach, qui est le second lieu du musée. Et à l'occasion de la Nuit des idées, nous avons décidé de vous parler d'une œuvre d'une artiste indienne qui est née en 1973, qui s'appelle Rina Kalat, et qui présente une œuvre qui s'appelle Recto Verso, Verso Recto, qu'elle a réalisée en 2017-2019. Il s'agit, donc elle est juste derrière moi, et il s'agit d'un ensemble de lait, donc de bandes de soie teintes, et qui portent, non pas imprimés, mais teints à la réserve, les textes de constitution de plusieurs pays, qui fonctionnent en général par couple dans son installation. Simplement, par exemple, la constitution indienne, la constitution du Pakistan, la constitution de la Corée du Sud, la constitution de la Corée du Nord, la constitution du Soudan, la constitution du Sud-Soudan. Et elle travaille sur la reproduction et la destruction d'une certaine façon de ces textes et des principes fondamentaux et prometteurs qu'ils portaient, en transformant petit à petit l'alphabet latin en caractère braille. Voilà. Et elle utilise en même temps, pour restituer ces textes dans une installation assez prenante, une technique de tissage et d'impression indienne traditionnelle, le tie and dye. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque lettre est constituée d'une série de points qui sont teints à la réserve, c'est-à-dire qu'on ligature, on prend le tissu, on l'entoure. Là où on a fait une ligature avec un fil, la couleur ne prend pas. Donc il y a un effet aussi très, très plastique, évidemment, du travail sur ces textes. Donc cette œuvre est à la fois, pour moi, belle et signifiante, et c'est pourquoi nous voulions la présenter dans le cadre d'une exposition qui a ouvert puis fermé et qui s'appelle l'Asie maintenant. Et pour parler de cette œuvre, j'ai le plaisir d'accueillir David Jaïs. Bonsoir David. Bonsoir Sophie. Alors peut-être David, vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous regardent et puis on verra aussi quel est le sens de votre présence pour parler de cette installation ce soir. Oui, merci de votre invitation d'abord. Je suis moi essayiste, auteur, enseignant aussi à Sciences Po et mon domaine de spécialité c'est plutôt la philosophie politique et en particulier les théories de la démocratie. Alors nous étions en plein dans le sujet, en effet, c'est pourquoi j'ai pensé à vous. Vous connaissiez déjà l'œuvre de Rina Kalat? Oui, à vrai dire, j'en avais déjà entendu parler par une amie qui est très versée dans l'art asiatique, dans l'art contemporain asiatique. Mais c'est la première fois que je rencontre physiquement, et c'est le cas de le dire puisque l'œuvre est monumentale, et j'apprécie déjà de voir une artiste qui a encore cet engagement à faire de l'art monumental ici au musée Guimet grâce à cette exposition. Alors sur la notion d'engagement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne ou qui vous gêne d'ailleurs dans l'idée qu'une œuvre est à ce point une œuvre porteur de sens politique? Non, pas du tout. Je trouve que c'est intéressant justement d'arriver à conjuguer cette démarche artistique avec un propos politique qui est on ne peut plus actuel. La juxtaposition en quelque sorte de ces constitutions m'évoque une chose qui est d'abord la réalité de notre mondialisation et plus exactement la réalité de ce que l'historien Pascal Horry appelle la mondialisation de l'État-nation. C'est-à-dire qu'en fait nous ne sommes pas dans un monde unique, unifié, nous sommes dans un monde de nations. Et ces nations, elles se sont toutes dotées, quel que soit d'ailleurs leur régime, démocratie, autoritarisme, démocratie imparfaite, démocrature, elles se sont toutes dotées d'une constitution au sommet de l'ordre juridique. Donc de ce point de vue, il y a bien mondialisation, mais la mondialisation, c'est plutôt la démultiplication en quelque sorte des États-nations, et au sommet de l'ordre juridique de chacun de ces États-nations, quelle que soit la forme de régime, quelle que soit la réalité de qui détient le pouvoir, eh bien c'est une constitution, c'est un texte juridique qui proclame un certain nombre de principes et un certain nombre de règles d'organisation. Et c'est ce que cette œuvre nous donne à voir. Alors il y a une chose que je trouve très intéressante dans le choix des pays en fait, que Rina Kalat aborde, puisque évidemment ce thème de l'État-nation il est absolument fondamental, c'est qu'il n'y a dans le choix finalement des pays présents par leur constitution qu'un vieil État-nation qui sont les États-Unis d'Amérique.
Et si on regarde le choix en fait de tous les autres pays, on a essentiellement des pays d'Asie, beaucoup de pays divisés, hein, j'évoquais le Sud-Soudan, le Soudan, évidemment là, pas pour l'Asie bien sûr, la Corée du Nord, la Corée du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, donc, qui résulte de cette explosion, je dirais, répétée de l'ensemble qui était l'Hindustan, mais aussi la Serbie, donc un État européen, je dirais, nouveau ou résurgent. Voilà. Je trouve intéressant qu'il n'y ait que les États-Unis d'Amérique dans ce choix, et je dois dire que leur présence, du coup, m'interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'elle utilise la présence de la Constitution américaine, le vieil État-nation, justement comme un repoussoir, ou bien, et je vous pose la question à vous et pas à l'artiste, ou bien est-ce qu'on est dans l'ordre du hasard, ou est-ce qu'il y a là une lecture qui finalement passe sous silence cette différence de nature des États, parce qu'on peut se poser la question de savoir si en fait le concept d'État-nation, je dirais, a bien pris partout. Alors je ne me hasarderai pas à m'improviser porte-parole de l'artiste, je vais simplement vous dire ce que j'en comprends comme spectateur et comme spectateur émerveillé. Le choix des États-Unis me paraît assez évident, c'est lié au fait que c'est l'État-nation architectonique en quelque sorte, peut-être avec la France d'ailleurs. Bien sûr. C'est le premier État-nation moderne, démocratique, qui s'est doté d'une constitution. Et au fond, contrairement à la France, les États-Unis n'ont jamais changé de constitution. En France, nous vivons sous la Ve République. On a essayé beaucoup de régimes depuis 1789. On s'est beaucoup trompé en quelque sorte sur la forme du régime. Et vous voyez qu'en ce moment, on conteste encore aussi la Ve République. Les États-Unis ont une véritable religion civique vis-à-vis de leur constitution. Elle est un texte dont certains juristes d'ailleurs, y compris des juges de la Cour suprême, défendent le fait qu'elle doit être interprétée au pied de la lettre et qu'elle ne peut pas être touchée littéralement. Donc il y a un rapport quasi messianique, quasi religieux à leur constitution et de ce fait, je ne suis pas étonné en quelque sorte que la constitution américaine, We the People, commence par ces mots, chapeaute le reste de l'œuvre. Du reste, le fait qu'effectivement ce soit plutôt des États-nations jeunes nous en dit long sur le phénomène de mondialisation de l'État-nation dont je parlais tout à l'heure. En 1945, il y avait une quarantaine d'États-nations. C'est un petit club. Et ce club, il était, à l'exception du Japon et de quelques pays asiatiques, essentiellement concentré en Occident. Aujourd'hui, c'est une réalité qui touche à peu près 200 pays dans le monde. Si on compte le nombre de membres de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a des nouveaux venus. On peut parler du Timor oriental, on peut parler du Sud-Soudan, du Kosovo, qui ne sont pas d'ailleurs toujours reconnus par beaucoup de pays dans la communauté internationale. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'État-nation est une figure de la mondialisation, c'est-à-dire que quel que soit leur degré d'achèvement, il y a des États qui sont des États faillis. Je pense à la Somalie par exemple, mais quel que soit leur degré d'achèvement, quel que soit leur degré en quelque sorte d'intrication avec une société, et une société civile en particulier, l'État-nation est bel et bien la forme juridique universelle. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau, parce que, au fond, pendant près de 2000 ans, la forme dominante, c'était l'Empire. Et au fond, jusqu'à récemment, le monde était encore partagé en empires, que ce soit des empires coloniaux, ou cette forme un peu particulière d'empire qu'était l'URSS. En 1991, quand implose l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est autant d'États-nations, je pense aux républiques d'Asie centrale, je pense aux États baltes, qui se constituent sur une base culturelle, sur une base ethnique. Et vous savez, Pascal Horry, il a une formule très juste pour désigner l'État-nation, il dit c'est au fond cette opération par laquelle un peuple avec un petit p, donc avec une lettre minuscule, devient le peuple, avec un grand P. C'est-à-dire qu'il y a un substrat culturel, quel qu'il soit, qu'il soit imaginé ou pas. Au fond, la question n'est pas de savoir si c'est fictif ou réel, parce que tout est fictif au sens propre, de construit. Mais il y a un substrat culturel, linguistique, religieux, ethnique, et sur la base de ce substrat culturel, on décide de devenir un peuple politique, et là, on passe dans autre chose. On n'est pas simplement surdéterminé par
du culturel, on construit un projet politique. Et la Constitution, c'est vraiment le texte étant au sommet de la hiérarchie des normes qui dit cette opération de transmutation quasiment d'alchimie en fait par laquelle un peuple avec un petit p devient un peuple avec un grand P. Et ça renvoie à cette formule de la Constitution américaine, we the people, nous le peuple. Alors ce qui est intéressant dans le travail de Rina Kalath aussi, c'est qu'on voit bien qu'elle approche en fait ces différents États-nations, je dirais, avec un angle probablement assez critique, enfin avec une véritable intelligence historique aussi, puisque tous les textes de constitution qui sont présentés ici ne sont pas traités de la même façon. Et elle nous montre en fait, par la dégradation de ces textes, par l'illisibilité qu'elle leur impose, les caractères latins devenant petit à petit du braille, dans certains de ces rouleaux de soins, évidemment pas de façon hasardeuse, certains textes sont proprement illisibles et cela nous donne à voir en fait l'effacement des principes fondateurs de ces constitutions. Alors il y a évidemment un exemple assez frappant qui est le texte de la Constitution du Pakistan. Cela est vu évidemment du point de vue d'une artiste indienne. Mais je crois, au-delà de ça, on peut se dire que aussi en construction encore que l'État indien, qu'un État confédéral soit, il est incontestable que l'Inde est devenue un État, est devenue un peuple. On peut se poser évidemment plus de questions pour certains États et se dire que si l'idéal, ou tout du moins l'idéal revendiqué, c'est celui de l'État-nation, ça reste encore finalement ou un État à atteindre ou au contraire un État qui s'éloigne. Et on peut se poser, pour revenir au Pakistan, la question de savoir si Ali Jinnah, donc le fondateur de l'État pakistanais, se reconnaîtrait tout à fait dans le Pakistan tel qu'il est devenu. Et là se pose la question, j'en reviens au peuple avec un petit p ou au peuple avec un grand P, de savoir si l'État-nation est opérant dans des régions où finalement la notion de l'ethnie, d'une appartenance à un autre ordre, n'est pas une menace en fait très sérieuse évidemment dans la construction parfois volontariste malgré tout de ces États-nations. C'est vrai que quand on observe l'œuvre et qu'on voit ces textes un peu en décomposition, en nécrose même parfois, et cette alternance très intéressante entre l'alphabet latin et le braille étant souvent portant sur des mots essentiels ou des concepts essentiels, pursuit of happiness, liberté. C'est intéressant, on pourrait être spontanément tenté de se dire, voilà, elle dénonce l'hypocrisie en fait de cette norme juridique suprême, cette table de la loi démocratique ou civique qu'est la Constitution, qui ment par rapport à ce qu'est la réalité d'un régime ou à ce qu'est la réalité de l'état de droit dans tel ou tel pays. Ce serait peut-être en rester à une lecture superficielle, à mon avis, de l'œuvre. C'est-à-dire que je pense qu'au-delà, effectivement, de cette critique de l'écart qu'il peut y avoir entre ce que les sociologues appellent la norme juridique d'un côté et la norme sociale ou la réalité sociale de l'autre, et le fait que le langage ne dit pas toujours la réalité. Et parfois, on le voit un peu avec la Constitution de la Corée du Nord, le langage dit l'inverse de la réalité, quelque chose d'un peu orwellien là-dedans. Je rappelle par exemple que Staline n'avait jamais renoncé à la Constitution de l'Union soviétique, elle était simplement suspendue. Hitler n'avait jamais supprimé la Constitution allemande, elle était là encore désactivée. Donc il y a quelque chose de l'ordre du langage qui dit l'inverse de la réalité ou du langage impuissant. Mais ce qui m'intéresse dans ces objets, c'est qu'ils ont quelque chose de l'ordre du mythe au sens de Roland Barthes. Je ne sais pas si
Vous vous rappelez ce texte, Mythologie, dans lequel il dit, au fond, d'un point de vue sémiologique, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Eh bien, c'est que vous avez une phrase, vous lisez une constitution, nous déclarons les libertés fondamentales que sont le droit de propriété, la résistance à l'oppression, etc. Bon, cette phrase, vous pouvez la comprendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle renvoie vers une réalité, vers un corpus de droit. Et la relation entre le texte et la réalité, c'est une relation, ça forme un signe, c'est l'adéquation entre le texte et la réalité. Et qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est justement le fait de prendre ce signe pour en faire le signifiant de quelque chose d'autre. De prendre le sens d'une constitution, nous proclamons des principes d'état de droit, de démocratie, etc. Mais pour en faire la forme de quelque chose d'autre, en l'occurrence d'un mythe. Donc il y a une autre signification qui se construit. Donc il y a une constitution, je la lis au sens propre, elle proclame un certain nombre de principes. Le sens de cette constitution devient la forme d'une autre relation de signification, et c'est là que s'établit le mythe. Et le travail de l'artiste, ici, il est un peu équivalent au travail du mythologue, dont Roland Barthes se revendique, c'est-à-dire le fait de dire, si on prend la relation de signification au pied de la lettre, on voit qu'il y a des principes démocratiques qui sont proclamés, et donc on peut être tenté de croire ce qu'on nous dit, mais si on prend en quelque sorte la chose au second degré, c'est-à-dire comme le signifiant ou le matériau brut de quelque chose d'autre, on voit qu'il y a dans ce texte, dans ces textes qui sont exposés ici, qui sont choisis ici, une autre symbolique qui se joue, et cette symbolique-là, elle est de l'ordre du mythe, c'est-à-dire que quand bien même il n'y a pas de relation à la réalité, ça a une vocation à unifier un peuple, à l'assembler autour d'une sorte de totem, et ce totem, c'est la Constitution. Alors, la notion du mythe à laquelle je souscris totalement dans la lecture de cette œuvre, elle nous amène quand même à nous poser une question. C'est une sorte, en quelque sorte, de faillite aussi du projet politique qui est à l'horizon d'un certain nombre de ces projets. En tout cas, de la faillite, peut-être pas définitive, mais tout de même tangible, effectivement, du projet politique de la constitution de l'État-nation. Et c'est vrai que je pense que c'est particulièrement prégnant dans certains États, plus particulièrement en Asie, et dans des États d'Asie qui touchent beaucoup un ensemble qui s'appelle le Moyen-Orient, où on a l'impression d'un recouvrement du chant du peuple par un autre chant, évidemment, qui vient en quelque sorte, effectivement, presque définitivement, je ne sais pas si je peux le dire, mais oblitérer ce projet politique. Et finalement, à ce moment-là, la Constitution devient presque une sorte de hochet qu'on peut agiter, dont on se recouvre, mais c'est comme un peu un costume vide, d'une certaine façon, pour reprendre une expression de Bulgakov. Et ça, je trouve que ce travail, en fait, nous parle aussi de ça, en fait, de cette espèce de vide, de danger du vide de la proclamation politique. Et encore une fois, la présence de la Constitution américaine comme une sorte de mot là, extrêmement fort. Du coup, pour moi, et quoi qu'il se soit passé récemment, et quoi qu'il y ait aussi des tentatives, on sent bien que les réactions, à chaque fois qu'on parle, par exemple, de la limitation de l'usage des armes aux États-Unis, la liberté de se défendre soi-même, évidemment, c'est conçu par un bon nombre d'Américains comme une atteinte, évidemment, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième amendement de la Constitution américaine, comme une atteinte très forte, en fait, à ce texte religieux, vous avez utilisé l'expression, messianique, je pense que c'est extrêmement juste. La présence de cette Constitution américaine, je dirais, d'une certaine façon, par contrepoint, elle crée une sorte d'échelle des duretés ou des solidités de ces constitutions. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette lecture. Une échelle des solidités qui est elle-même
un peu vacillante. Ah oui, en ce moment, elle est très vacillante. On voit bien que la démocratie américaine, qui effectivement s'est longtemps conçue comme le saint des saints, avec cette religion civique, la seule à même de réunir un peuple tellement bigarré, en particulier Religion civique, mais quand même dans laquelle on prête serment sur la Bible. Bien sûr. C'est quand même très singulier. Ça, pour un Français, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'il y a parler de messianisme n'est pas usurpé. Il y a une relation à la terre promise aussi. C'est vraiment le lieu où on va pouvoir vivre sa liberté religieuse. Ce qui est intéressant, c'est que sur fond de bigarrure tout de même ethnique ou religieuse, parce que quand les premiers colons, ils appartiennent à une multiplicité de sectes protestantes, on va construire une homogénéité politique. Et au fond, la Constitution américaine, qui est la Constitution des constitutions, si j'ose dire, nous n'avons pas ce rapport sacré à la Constitution en France. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de Cour suprême. On a un Conseil constitutionnel, mais on n'a pas une Cour suprême avec ces juges qui sont désignés pour de très longs mandats et dont chacune des positions est scrutée par l'ensemble de la société. On n'a pas du tout ce rapport sacral, en quelque sorte, au texte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Constitution américaine, justement, on fixe une sorte de dosage, une sorte d'alchimie entre le degré de liberté et le pouvoir de l'État, entre le principe de l'individu et la loi du groupe. Et au fond, la constitution d'un État-nation, c'est ça. C'est d'abord essayer de régler, en quelque sorte, les prérogatives qui vont à l'individu par rapport à celles qui sont les prérogatives du groupe ou les prérogatives de la nation. Et effectivement, un des motifs d'inquiétude en ce moment, c'est de voir que la loi de la majorité, la loi du groupe, la loi de l'ethnie dominante, la loi de la religion dominante, a tendance, en quelque sorte, à écraser minorités, individus, trajectoires singulières. Et c'est une tendance qu'on constate, qu'on voit à l'œuvre dans énormément de démocraties, et y compris en Asie. Et en réalité, cette constitution qui est censée proposer un équilibre, toujours précaire, entre droit individuel et souveraineté nationale ou prérogative du groupe, elle se lézarde en quelque sorte un peu de l'intérieur. Vous savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est peut-être en France plus importante que nos constitutions successives, parce que c'est vraiment là qu'il y a les 17 articles, l'énoncé des grands principes, elle repose vraiment sur cet équilibre entre individu et loi, entre droit et État. L'article 2 décrit en quelque sorte les droits fondamentaux, imprescriptibles, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Mais l'article 3, presque par un jeu d'écho, s'empresse de lui répondre que le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Donc il y a, dans les États-nations démocratiques, une sorte de mise en balance permanente entre l'autorité de l'État, la souveraineté nationale, donc le fait de se gouverner collectivement, l'autogouvernement du peuple, et le respect des prérogatives des individus ou des minorités, ce qu'on appelle couramment l'état de droit. Et la démocratie dite libérale, elle repose sur cet équilibre toujours instable entre la loi de la majorité et le respect d'un certain nombre de principes, liberté de la presse, séparation des pouvoirs, respect de la liberté de croyance religieuse, liberté d'expression. On en a parlé récemment en France avec les horribles attentats qui se sont produits dans notre pays. Et on voit que cet équilibre est toujours un peu instable et toujours un peu précaire. Et souvent, le pôle qui souffre, c'est le pôle de l'état de droit. C'est-à-dire qu'il est souvent emporté, en quelque sorte, par une forme, peut-être pas de tyrannie de la majorité, comme on avait parlé déjà Tocqueville, mais comme le redoutait Tocqueville, mais par une forme de loi du groupe qui est peu soucieuse, au fond, des libertés, des prérogatives individuelles. Alors en même temps, là aussi dans le choix des pays on représentés en quelque sorte par leur constitution, on
On ne peut pas dire que tous souscrivent absolument à un état de droit quand même. On ne citera personne pour ne pas être offensant, mais beaucoup le proclament en tout cas, c'est ça qui est paradoxal. Oui, c'est ce qu'il y a de très intéressant. Beaucoup le proclament, ceux qui le proclament le plus mais qui le sont le moins voient probablement dans l'œuvre de Rina Calat leur texte le plus effacé, le plus brouillé évidemment, leur constitution la plus malmenée, hein, c'est ce qu'elle nous dit. Je reviens sur cette question en fait de l'équilibre en quelque sorte entre bien sûr les intérêts de la nation, l'état de droit, la majorité en quelque sorte versus les minorités, voire les individus. Est-ce que dans en quelque sorte l'agitation, je dirais, de certains groupes de pression, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, et la montée de ce qu'on appelle la cancel culture, on ne voit pas quelque chose qui est en train d'ébranler en fait cette espèce d'équilibre sacro-saint entre la nation, qui est quand même un creuset dans lequel le différent doit se fondre et s'unifier, se bien allier en quelque sorte, et puis cette montée des communautarismes, est-ce qu'ils ne sont pas aussi un danger évidemment, et on est à quelques encablures maintenant de la discussion sur le texte sur le séparatisme, dont d'ailleurs la loi sur le séparatisme, je ne sais plus, c'est le terme maintenant qui est absolument utilisé, mais enfin en tout cas c'était ça l'horizon de cette loi. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un moment de retournement où ce sont aussi les majorités qui sont en difficulté face à cette extrême pression de quelques groupes qui opèrent en quelque sorte des fractures, vous voyez, presque au sein de la roche, de la roche démocratique? J'aurais tendance à dire que les difficultés viennent de tous bords. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème avec des majorités dans beaucoup de pays qui se comportent comme si elles étaient seules à table en quelque sorte, que ce soit des majorités ethniques ou religieuses, et qui n'hésitent pas à réprimer des minorités ou des dissidences de toute nature, comme si au fond le principe national devait s'identifier à une ethnie ou à une religion en particulier. Ce qui est contradictoire avec l'État-nation démocratique qui repose sur le pluralisme. L'État-nation démocratique. Il y a plusieurs façons d'être un État-nation. Ce qui est mondialisé, c'est l'État-nation, ce n'est pas la démocratie. Il n'y a que des États-nations, à part peut-être l'Arabie Saoudite aujourd'hui. En revanche, les démocraties sont globalement minoritaires dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il y a cette fragilisation par la loi de la majorité qui peut se faire tyrannie de la majorité, mais il y a aussi dans les sociétés démocratiques pluralistes en Occident une déstabilisation qui vient en réalité d'un défaut d'allégeance civique, c'est-à-dire que vous avez un individualisme triomphant, et au fond, le communautarisme, ça n'est que l'extension du domaine de l'individualisme. C'est-à-dire que je compose mon identité comme je choisis sur une carte de restaurant. C'est-à-dire que je choisis en quelque sorte les communautés dans lesquelles j'ai envie d'évoluer. Je choisis, au fond, un peu à géométrie variable d'ailleurs, les groupes dans lesquels j'ai envie d'évoluer. Et c'est exactement le contraire de la nation qui effectivement implique cette idée de creuser, cette idée de donner. On appartient à quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'a pas forcément, si on y est né en tout cas. Je vous rappelle que nation, ça renvoie étymologiquement au verbe latin nascor, qui veut dire naître quelque part, donc à la naissance. Mais on choisit de faire quelque chose ensemble parce qu'on est né dans ce lieu et d'y affirmer un projet politique. Et quand on n'y est pas né, il y a une forme d'allégeance civique, la naturalisation par exemple, c'est le fait de devenir un national qui manifeste en quelque sorte ce choix que l'on fait d'adhérer à un projet politique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a comme extension du domaine de l'individualisme un refus de plus en plus de ces entités politiques au profit de liens peut-être plus fusionnels, plus effervescents, plus charnels, plus chaleureux, qui sont ceux de la communauté ethnique ou vécue comme telle, de la communauté religieuse, et qui au fond sont des liens pré-politiques en un sens.
sont des liens pré-politiques. Et ça, effectivement, c'est un défi à prendre en compte, parce que je crois qu'on ne se gouverne jamais mieux dans la liberté, dans l'égalité et dans la solidarité que dans les États-nations. Et donc c'est quelque chose, et c'est peut-être aussi ce que nous disent ces tapisseries qui se nécrosent, mais qui est toujours à reprendre. Donc, quand on dit qu'il faut remettre quelque chose sur le métier, donc il y a cette dimension ici de tissage très, très matériel, très physique, puisqu'on est sur des techniques de tapisserie tie and dye qui renvoient à l'artisanat indien, le plus classique. Mais il y a cette idée, au fond, de toujours remettre sur le métier cette œuvre collective. Et au fond, moi j'ai un regard très arendtien, au sens d'Hannah Arendt, sur la démocratie. C'est pas donner une bonne fois pour toutes. Ah non. C'est pas fixé dans des textes. C'est une œuvre, et je dirais même, pour employer un concept d'Hannah Arendt, c'est une action. C'est-à-dire que ça suppose un engagement et un soin et un souci de chacune et chacun, quotidien, désintéressé. Et au fond, si on n'est pas collectivement animé par ce souci de remettre la tapisserie sur le métier, eh bien, son destin naturel, en quelque sorte, c'est la décomposition, comme c'est le destin, au fond, de tout corps, de toute chose. C'est la corruptibilité, nous disait déjà Aristote. Et donc, cette dimension d'œuvre collective, à mon avis, elle sourd de cette tapisserie monumentale, et elle est très au cœur, à mon avis, de ce qu'est l'exigence démocratique aujourd'hui. Oui, alors on va peut-être être obligé de conclure, mais quand même, évidemment, on a envie de ramener quelques renonds. On se dit qu'il faut relire Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan pour savoir ce que c'est que, tout du moins à la française, faire nation, le choix d'une histoire, l'adhésion à une histoire. Être français, on le sait, on peut le devenir, ce qui est quand même assez fondamental, ce qui n'est pas donné à toutes les nations. Elles n'offrent pas, je dirais, ce programme en quelque sorte à tous ceux qui décident de les rejoindre. Donc ça, c'est évidemment une des grandes forces de la France. Il y a quelque chose que je trouve de très intéressant dans ce que vous dites sur le fait que le communautarisme, en quelque sorte, se nourrit évidemment d'une montée de l'individualisme, presque d'une désincarnation d'un collectif qui, pour nous, est fort, chargé, qui est le peuple, la nation, et que c'est souvent par le défaut que nous avons de ne pas constamment le réactiver, de ne pas constamment le remettre sur le métier, ce travail, que ce concept tellement fort, cette espèce de ciment qui nous soude, peut finalement retourner à l'état de sable. Et dans cette idée de la montée de l'individualisme qui menace effectivement nos nations, il y a aussi pour moi un horizon de questions sur, bien sûr, la prégnance effectivement de ce qui n'est pas en nous être politique, mais effectivement l'appel à des données tout autres, en particulier aux données de foi, d'appartenance ethnique, éventuellement de genre, puisque c'est aussi un thème qui monte. Et tout ça, je crois, en fait, c'est évidemment le terreau, peut-être plutôt le sable, justement, qui défait cet édifice collectif, ou qui menace de défaire cet édifice collectif. Et paradoxalement, l'édifice collectif des États-nations les plus anciens et qu'on croyait les plus solides. Et là, bien sûr, on revient aux États-Unis, qui connaissent évidemment des heures difficiles, mais aussi à la France, ce vieil État-nation en Europe, dont on a pensé pendant des années qu'il était absolument éternel, et dont on s'aperçoit en fait que des choses le menacent de l'intérieur, et que tout ça est d'une extrême actualité, encore une fois, avec une discussion législative qui s'annonce assez passionnée dans notre pays. Ben oui, et puis surtout, nous sommes dans un monde où on est quand même saturé d'informations, de sollicitations. On vit à l'heure de la mobilisation générale. Tous les jours défilent
les notifications, les actualités, les images. Nous sommes bombardés d'images de toutes sortes. Et au fond, il y a une inquiétude qui est parfaitement légitime des individus face à cette mobilisation générale, face à ces architectures de plus en plus complexes, de plus en plus lointaines, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit les architectures des organisations internationales, de la Commission européenne, de la multiplication de ces niveaux de décision, ou les architectures algorithmiques. Et il y a une inquiétude bien légitime de l'individu qui se dit, au fond, face à tout ça, mais que vais-je devenir? Quel est mon rayon d'action? Parce que le rayon d'action de l'individu, il est presque déterminé par notre complexion et nos capacités biologiques, physiologiques, psychiques, qui sont données une bonne fois pour toutes. Et donc il y a une sorte de hiatus qui se crée entre cette immensité, cette accélération, cette complexité toujours accrue, et un cours d'action qui reste obstinément limité. Alors il peut y avoir la tentative de la fuite en avant, c'est le transhumanisme. C'est de dire nous serons éternels, nous irons coloniser toutes sortes de planètes, comme si on n'avait pas suffisamment colonisé déjà notre propre planète. Et puis, il y a une autre réaction, à mon avis tout aussi dangereuse, qui est celle de se dire « Ouh là là, tout ça est épouvantable, n'espérons pas avoir une quelconque influence sur tout ça, réfugions-nous dans ce qui nous est semblable, dans le plus proche. » Donc c'est celui qui pense comme moi, qui partage la même religion. Et donc, je crois que ce surgissement communautariste, ce surgissement fanatique aussi, auquel on assiste partout dans le monde. Je veux dire, la disparition de la religion, c'est une foutaise. Ça n'est vrai que pour un petit morceau d'Europe occidentale. Et encore. Et encore. Et encore. Et donc je crois qu'il y a dans cette double réaction, soit la fuite en avant transhumaniste, soit l'illusion communautariste, une erreur. La seule bonne attitude, effectivement, face à ce monde qui s'emballe et qu'on ne comprend plus, c'est celle de l'engagement civique, c'est celle de l'œuvre commune. Et encore une fois, je crois qu'il y a ici une belle métaphore de cet ouvrage qu'il faut remettre sans cesse sur le métier, et seule l'action des citoyens, on est vraiment dans le domaine de l'action plus que de l'œuvre, permettra de faire droit à cette exigence de démocratie continue dont parlait déjà si bien Hannah Arendt. Merci David, et puis c'était formidable de vous entendre parler dans ce lieu où évidemment, ce musée national des arts asiatiques, où on est particulièrement sensible à la question de l'altérité, et je dirais de la participation des altérités à l'un. Moi j'ai l'habitude de le dire que le meilleur pluriel, c'est le singulier, que c'est le véritable universel, évidemment. C'était assez formidable de vous avoir avec nous pour cette nuit des idées, dans ce musée national des arts asiatiques, qui pour moi est très important pour la France, parce que la France ait voulu se doter d'un musée national, un musée de la nation consacré à l'Asie, ça dit beaucoup de choses de son ouverture au monde. Voilà. Ça montre une chose, c'est que l'État-nation n'est pas un recroquevillement, mais que c'est au contraire une ouverture sur l'universel. Et c'est ça qu'il faut continuer à construire. C'est ce que vous faites au quotidien, un dialogue exigeant avec les autres civilisations, avec les autres nations. Et c'est comme ça, au fond, que la nation démocratique française restera ce diamant qui, en fait, brille, au fond, du rayonnement, grâce au rayonnement de toutes les autres civilisations. Merci David, bonsoir. Merci beaucoup.